La pub, c'est tout de suite sur Guérite TV Monde. Vous avez besoin d'un espace publicitaire pour faire connaître votre société ou vos produits? Seul Guérite TV Monde peut vous satisfaire. Pour tout renseignement, contactez le 00229 91 19 10 10. Guérite TV Monde, le leader des web TV. Mesdames et messieurs, bienvenue à votre émission de ce dimanche, l'émission, la vraie version de ce dimanche 2 juillet 2023, qui reçoit pour vous Herman Didioho-Kekere. Il est juriste, administrateur principal du GAP Bénin, groupe d'action pour le progrès et la paix. Avec lui ce dimanche, nous allons quitter les questions de politique politicienne pour aborder un sujet d'importance et d'actualité. Il s'agira du terrorisme et du blanchiment des capitaux. Monsieur Herman Didioho-Kekere, bonjour. Oui, bonjour. Monsieur. Merci d'avoir accepté notre invitation. Le plaisir partagé. Voilà, nous allons démarrer cette émission par une question que je qualifierais de question bête et banale. Dites-nous, c'est quoi le terrorisme et le blanchiment de capitaux? Bon, je ne vais pas vous donner... D'abord, je vous remercie pour l'invitation. Je ne vais pas donner une définition classique. Non, ni juridique, non. Voilà. Il faut qu'on aille terre à terre. Voilà. Le terrorisme, c'est quelqu'un qui utilise des moyens violents pour revendiquer une cause. Voilà. C'est-à-dire qu'il force les autres à répondre en utilisant de la violence physique, psychologique et tout ce qu'on veut. Tout à fait. Une violence armée aussi. Alors, le blanchiment d'argent, c'est que vous avez normalement... dans un État démocratique, dans une société normale, tout enrichissement doit être licite. C'est-à-dire, vous avez travaillé, vous avez gagné votre salaire, vous déposez votre salaire à la banque. La banque vous demande d'où vient l'argent, c'est mon revenu, c'est mon salaire. On peut tracer facilement. Alors, mais ceux qui font des activités illicites, quelqu'un qui vend par exemple de la drogue, s'il arrive à la banque, il ne va pas dire « j'ai vendu la drogue hier, c'est la recette de la vente de drogue d'hier ». Il va trouver alors un mécanisme pour rendre cette somme-là, ce montant, propre. C'est ça. Je donne un exemple. Selon les exemples qui sont publiés par le système des Nations Unies et par l'organisme qui lutte contre le blanchiment d'argent, quelqu'un qui vend par exemple de la drogue peut dire j'ai un immeuble qui est, je ne sais pas, à Kokoye ou à Wando, et c'est le paiement des loyers des occupants de cet immeuble que je viens verser à la banque. Dès que cette somme-là, si c'est 1 million, si c'est 2 millions, dès que ça c'est versé à la banque, ça devient propre. Parce que le lendemain, il peut venir retirer légalement son argent et aller l'utiliser pour autre chose. Donc, il vient de blanchir l'argent. Il vient de trouver une source crédible à ce revenu-là, qui est au départ un revenu illicite. Donc, il vient de blanchir l'argent. Terre à terre, c'est ce que ça veut dire. C'est comme un voleur qui vole un mouton, qui vient vous le vendre et prend l'argent. Si on lui dit, tu as trouvé l'argent où j'ai vendu le mouton, mais il fallait lui demander, tu as trouvé le mouton où? Voilà. Je crois que vos explications sont assez claires et net. Et votre organisation GAP Bénin se concentre sur 4 domaines fondamentaux: l'inclusion financière, les relations multilatérales, et la lutte contre l'extrémisme violent et le terrorisme, et faire progresser l'état de droit. Nous allons nous concentrer sur l'extrémisme violent et le terrorisme. Et pendant longtemps, nous avons eu la faiblesse de croire que le Bénin était totalement à l'abri de cette menace-là. Mais voilà, nous sommes dans la réalité. Pourquoi? Non, alors que les pays voisins étaient déjà en proie à ce nous, les personnes avisées, on savait que le Bénin finira par être rattrapé par ce... Non, c'est pas que le Bénin est rattrapé. Le Bénin est une cible. C'est différent. Voilà. On n'est pas rattrapé parce qu'on n'est pas... ce n'est pas le Bénin qui fait la promotion du terrorisme pour qu'on dise « Ah, c'est finalement chez nous ». Non, le Bénin est devenu une cible.
Alors, pourquoi le Bénin est ici? Pour souvent parler des questions de terrorisme, il faut scinder la problématique en deux. Voilà. Il y a des questions de développement, de frustration qui existent dans toute république. L'absence d'éducation civique au fil des années. On n'a pas su créer depuis 1960 ou bien 1990, où on a eu le nouveau pacte démocratique commun. On n'a pas su créer ce sentiment d'appartenance à la société. C'est-à-dire, on a mis en place des politiques publiques qui ont exclu une bonne partie de la population. Et cette partie de la population est vulnérable. Je vous donne un exemple. Bon. Vous n'avez pas de quoi manger. Vous n'avez pas un toit. Et on vient vous montrer des images pour dire, regardez, ceux que vous avez élus il y a 5 ans, le député de votre localité, il vient d'envoyer tous ses enfants en France. Il vient de construire 5 immeubles. Voici sa dernière voiture. Il vient de se doter de sa 4e femme. Voilà. Vous allez continuer à les lire, vous allez continuer à les choisir. Ce sont tous des voleurs. Dès qu'on commence par préparer ce terrain-là, on surfe sur les frustrations. Quelle est la conséquence? La conséquence est que la population se révolte. Et dans ce processus de révolte, les leaders peuvent être de bonne foi, comme ils peuvent être de mauvaise foi. Malheureusement, aujourd'hui, les gens utilisent ces frustrations-là pour dire la solution se trouve dans la violence. Dans la violence au nom de la religion. Si vous adhérez à telle religion, si vous la pratiquez de telle manière, Dieu va régler vos problèmes. Mais pas expérience. Ces 20 dernières années, je n'ai pas encore vu un terroriste armé, un combattant terroriste qui vit dans un hôtel 5 étoiles. Non. Donc, ça ne résout pas le problème de la frustration. Ce sont juste des marchands d'illusions qui utilisent les frustrations d'une jeunesse sans but, une jeunesse à qui on n'a pas donné des objectifs clairs, qu'on n'a pas su accompagner ces 20, 30 dernières années. Et aujourd'hui, nous en sommes victimes. Ça, c'est le premier côté. Le second côté, il faut le dire clairement. Il faut combattre le volet militaire du terrorisme. Moi, je suis pas dans la demi-mesure. Non. Vous prenez les armes contre un État, nous allons vous combattre et vous exterminer. Parce que au sein de l'État, on a tous les outils. On peut pas dire quand je prends le Bénin que la démocratie béninoise ne respire pas. De 1990 à aujourd'hui, on a fait quoi? Plus de 10 élections, que ce soit municipales, présidentielles, législatives. Oui. Bon, on ne peut pas dire que c'est le même président qui nous dirige depuis 1960. On ne peut pas dire qu'on a les mêmes députés depuis 1990. Non. Et on ne peut pas dire que c'est une seule ethnie qui est au pouvoir, ou bien qui est dans l'administration publique, ou dans l'armée. Non, on ne peut pas le dire pour ce qui est du Bénin. Donc, moi, j'estime que, oui, on a des problèmes de sous-développement dans une partie du Bénin. Oui. Je suis d'accord. Il y a une partie du Bénin qui a été délaissée, et c'est le même problème dans la sous-région. Il y a une partie des pays, souvent au nord de chaque pays, ce sont des parties qui ont été délaissées depuis des décennies. Mais ce n'est pas une raison que vous allez tuer vos frères, vos sœurs du même pays sous prétexte qu'on vous a ignoré depuis 1960. Ça ne justifie pas ce à quoi on assiste. Oui, j'ai relevé tout à l'heure dans vos expressions, vous avez dit que vous combattez violemment le terrorisme armé, le terrorisme militaire. C'est comme s'il y a une forme de terrorisme tolérable, ou l'extrémisme, je ne sais pas, tolérable. Non, il y a la réponse. Je dis, je suis partisan d'une réponse armée à l'attaque militaire. Voilà. Oui, c'est-à-dire la réponse que l'État donne. Vous êtes totalement d'accord. Je suis totalement d'accord sur ça. Oui, il y a des solutions. C'est-à-dire, il faut accompagner, il faut maintenant penser globalement la question. Pas seulement volet militaire. Mais je dis, le volet militaire est nécessaire parce que si je vais aller construire un puits, c'est ça, moi j'ai animé il y a 2 ans une conférence au Mali, parce que nous sommes aussi au Mali, au Togo, au Burkina, notre organisation. J'ai animé une conférence où j'ai demandé à des jeunes, dites-moi, vous n'avez pas de l'eau dans votre village. Mais celui qui vous a remis la Kalachnikov, qui coûte 800 000 francs CFA, aurait pu creuser un forage. Pourquoi c'est une Kalachnikov qui vous donne
réfléchissez, vous n'avez pas d'école. Vous n'avez pas de centre de santé. Vous mourrez. Il y a des images où quand l'armée va détruire des sanctuaires de terroristes, on voit que parfois, faute de médicaments, ils meurent. Ça veut dire que la science a encore sa place. Tout à fait. Alors, vous n'avez pas les médicaments. Parfois, pour lutter contre le paludisme, aujourd'hui, avec moins de 5 000 francs, on peut lutter contre, on peut guérir, soigner le paludisme. Celui qui vous donne une arme qui coûte 800 000, 1 million, 2 millions, qui vous fournit des armes, des munitions, pourquoi il ne vous dote pas d'un centre de santé? Pourquoi? Pourquoi la solution que lui trouve, c'est que vous tuez tous ceux qui sont là, mais après vous faites quoi? Si tout le monde vous laisse sans médicaments, sans rien, sans eau, sans centre de santé, sans école, vous faites quoi après? Voilà. Est-ce que ce sont les arbres qui vont croire en votre Dieu? Non. Et vous l'avez développé tantôt, c'est peut-être ce qui vous fait dire que le terrorisme trouve un terreau fertile là où il y a la pauvreté, là où il n'y a pas de développement. Oui, c'est-à-dire, ça c'est une explication sociologique de la question. J'ai écrit un article il y a environ 4 ans, où j'ai dit que le terrorisme aujourd'hui en Afrique de l'Ouest, c'est une vengeance sociale. Vous l'avez dit. C'est une vengeance sociale parce que... C'est pas une manière de justifier? Non, pas du tout. C'est une manière de comprendre. Parce que vous ne pouvez pas combattre un phénomène si vous ne comprenez pas le phénomène. Voilà. C'est ça. C'est-à-dire, aujourd'hui... Mais d'autres vous diront que c'est des agresseurs venus d'ailleurs, qui ne sont pas de la sous-région, qui ne sont pas béninois. Oui, la réponse que je leur donne... Non, la réponse que je leur donne est le suivant. Oui. Est la suivante. Quand vous voulez faire la cour à une femme, vous décelez ce qu'elle aime. Ses faiblesses. C'est sur ça que vous surfez. Oui. C'est la même chose, c'est le même phénomène. Ceux qui ne veulent pas, et c'est de bonne guerre, moi je le dis, que des Occidentaux ne veulent pas que les pays africains se développent, c'est de bonne guerre. Moi je ne veux pas accuser. C'est comme dire, pourquoi le lion va manger la brebis? Pourquoi? Non, il est de la nature du lion de manger la viande. Donc mon problème, c'est de protéger ma brebis. C'est de protéger mon troupeau de moutons. Ce n'est pas de dire... Moi, je n'ai pas le pouvoir de changer la nature de la panthère. La panthère est la panthère, elle mangera toujours la viande. Tout à fait. Mais moi, berger ou chef de troupeau de moutons, qu'est-ce que je fais? Je ne vais pas passer mon temps à dire, écoutez, il faut que le lion broute l'herbe. Non, je vais protéger mon troupeau. Et c'est ça ce qu'on n'a pas su. C'est ce que nos dirigeants n'ont pas su faire. Ce qui fait qu'aujourd'hui, tout le monde dit non, c'est le lion qui est mauvais, c'est la panthère qui est mauvaise. Non, ce n'est pas la panthère. Les Occidentaux sont une communauté. Et comme tout le monde, nous sommes une terre où le principe est la prédation. On va prendre chez l'autre. Tout à fait. Donc, c'est à nous de protéger nos ressources, de protéger nos populations, de s'assurer que l'éducation est équilibrée, les infrastructures sont équilibrées. Je suis sûr que si depuis 1990, les enfants de Banikwara, de Malanville, dans les villages les plus reculés, avaient accès à l'eau, l'électricité, l'école, n'étaient pas obligés de s'exiler hors de leur localité pour avoir accès à une éducation, à un emploi local, je pense que si on n'avait pas eu ces déficits-là, en termes de mise en œuvre des politiques publiques, on n'en serait pas là. Si on n'avait pas créé des sentiments d'exclusion, on a installé une population de seconde zone. Et les marchands d'illusions, c'est comme les politiciens. Quand ils viennent, quand les opposants arrivent dans une localité, ils disent quoi? Vous voyez? Le gouvernement est là depuis 5 ans, il n'a pas pu faire ceci, l'école est délabrée, on n'a même pas pu changer le toit. Si moi j'arrive au pouvoir, voici ce que je vais faire. C'est le même phénomène. Et c'est pourquoi moi j'ai dit, la lutte armée, d'accord, parce que si vous voulez aller construire une école dans une localité infectée de terroristes, il faut des militaires pour vous protéger. Je suis d'accord. Mais il faut aller construire l'école. Il faut s'assurer que les enfants vont à cette école-là, qu'ils ont accès aux mêmes professeurs comme s'ils étaient dans les grandes villes. Ne pas le faire, ça va créer des frustrations demain. Parce que ce qui se passe aujourd'hui n'a pas été créé aujourd'hui.
Ça a été créé les 20 ou 30 dernières années. Les conséquences de nos choix de politique publique des 20 et 30 dernières années, c'est ça que nous récoltons aujourd'hui. Alors, que devons-nous faire aujourd'hui pour que dans les 20 ou 30 prochaines années, on n'aura pas le même résultat ou pire? Toute la question est là. Voilà. Avec tout votre développement, j'ai l'impression que vous évitez, vous en avez parlé brièvement, l'aspect religieux, parce que vous avez dit les gens surfent sur la religion. Mais aujourd'hui, certains confondent terrorisme et islamisme. Apparemment, vous n'avez pas voulu aller... Oui, je n'ai pas voulu parler de l'islamisme. Pourquoi? Parce que moi, j'ai eu la chance de travailler sur des projets ou des programmes de réinsertion d'anciens terroristes. J'en ai rencontré. Il y a eu des programmes d'accompagnement, ceux qui ont été arrêtés, qui ont fait un processus de déradicalisation et autres. Et vous avez compris J'ai compris. En réalité, c'est des gens... Vous rencontrez parfois des jeunes de 15 ans. Quand vous leur dites... Je vous raconte une anecdote. Un jour, je devais faire une séance avec... un groupe de jeunes, je crois la tranche d'âge était entre 14 et 25 ans. Et je leur ai demandé, est-ce que vous savez d'où vient l'islam? On dit de l'Arabie Saoudite, des pays arabes. Et je leur ai montré une vidéo de l'Arabie Saoudite. J'ai dit, écoutez, quand vous êtes dans une forêt sans électricité, sans eau, sans médicaments, il pleut, la pluie vous tape parce que vous n'avez pas un toit, tout. Mais d'où vient la religion? Les gens, les femmes vont à l'école, ils sont des scientifiques, il y a la lumière, il y a l'eau, il y a du goudron, les gens sont dans des hôtels 5 étoiles, si 5 étoiles c'est le luxe. Il y a presque tout ce qu'il faut. Il y a presque tout ce qu'il faut. Ouais. Alors réfléchissez. Moi je vous dis, pourquoi vous ne voulez pas ressembler au pays d'origine de cette religion-là, qui est une religion de paix, puisque ces pays-là ont su se développer en se basant sur cette religion-là. Ils n'ont pas... Quelle guerre ils ont fait? Ils n'ont pas fait de guerre, ils n'ont pas exterminé leur propre population au nom de la religion. Je ne vois nulle part dans les pays arabes où on dit, OK, au nom de la religion, je vais tuer 500 personnes. Au contraire, vous avez besoin d'adeptes, vous avez besoin de partisans. Pourquoi en votre Dieu? Alors pourquoi ne pas les mettre dans de bonnes conditions? Pourquoi les tuer? Vous ne pouvez pas convaincre quelqu'un avec une arme, avec un pistolet sur la tempe. Non. Allez-y par les idées. Donc, c'est pourquoi j'ai dit, le problème n'est pas religieux. Les gens juste, c'est comme quelqu'un qui vient vous dire, voyez, le gouvernement n'a pas pu creuser un seul puits pour vous en 5 ans. Le problème, c'est pas le puits. Lui, l'argent qu'il a utilisé pour venir faire son meeting a déjà creusé le puits. Pourquoi il ne le fait pas? Pourquoi? Et il dit, c'est le gouvernement qui n'a pas fait. C'est le même phénomène. Celui qui vient dire, écoutez, c'est parce que les autres ne croient pas à votre religion, qu'ils vous maltraitent, qu'ils vous excluent. D'accord. Le problème n'est pas la religion. Lui, il veut être leader. Ce qu'il décrit là, les autres n'ont pas fait les routes. Il n'a qu'à faire les routes. C'est aussi simple que ça. Voilà. Et pour finir sur ce sujet, nous avons dit tantôt, le Bénin en proie également à ce phénomène. Et vous avez semblé féliciter l'armée béninoise pour la lutte qui se mène contre le phénomène. La question sera à deux volets. Et pourquoi vous félicitez l'armée béninoise? Et le second volet, c'est tout ce que vous avez développé comme cause du phénomène. Si vous interrogez les politiques béninois, si vous interrogez les autorités béninoises, ils vous diront que ces problèmes ne se posent pas chez nous. Que les terroristes qui agressent le Bénin sont venus d'ailleurs, que les Béninois ne sont pas impliqués. Que leur répondrez-vous? Bon, moi je vous dirai ceci. Voilà. Je suis béninois. Et quand j'observe les deux pays frontaliers au Bénin qui sont confrontés à ce phénomène, c'est-à-dire le Mali et le Burkina, leur force, ce n'est pas l'armement, c'est le soutien de la population. Moi, ça fait 7 ans que je vis entre le Mali, le Burkina et le Bénin, et je dis, la force de l'armée malienne et de l'armée burkinabé, ce n'est pas l'armement, ce ne sont pas les armes, mais c'est ce mouvement populaire qui rejette, c'est-à-dire qui soutient l'armée, qui motive, qui rejette ces pratiques. Exactement. Donc moi je dis,
Je ne dirai jamais que l'armée béninoise n'accomplit pas sa mission. Ça, jamais. Vous n'entendrez pas ça de ma bouche. Pas parce qu'il n'y a pas des choses à régler, mais on va les régler entre nous. Mais dehors, face à l'ennemi, nous devons rester solidaires, comme un seul homme pour bouter hors de nos frontières ce mal. Donc, pour moi, mes félicitations, c'est au quotidien. Mes prières, c'est au quotidien pour tous ces soldats, nos frères et sœurs qui sont au front. Et je leur dis, du courage les gars, on est derrière vous. Ça, je le confirmerai partout où je passerai. Alors, le second volet est-ce que les autorités béninoises en font assez? Moi, je dis, la seule chose que je vais demander aux autorités béninoises, c'est de s'inspirer du système de communication de certains pays. Il faut qu'on nous montre que les terroristes meurent. Non, c'est un motif. Non. Moi, je vous dis, c'est une guerre de communication. Les terroristes communiquent pour recruter. Les terroristes communiquent pour montrer qu'ils sont forts. Donc, vous pensez qu'on n'en parle pas assez? Non, pas en parler. Bon, vous avez Burkinabé n'en parle pas. Non, je vous dis, si vous allez à la radio-télévision burkinabé, le journal commence par le nombre de morts de terroristes. Oh, ici, c'est presque un sujet tabou. On n'en parle pas beaucoup sur les médias. Moi, je demande à l'armée de nous dire combien de terroristes ils abattent tous les jours. Voilà. Et on va continuer à prier pour qu'ils en battent plus. C'est ça. Il faut qu'on nous... C'est-à-dire, vous savez, je crois que c'est le général de Gaulle, ou bien si mes souvenirs sont bons, mais c'est un général français qui a dit, avec 10 hommes, je peux exterminer toute une ville de 100 000 hommes. Tout simplement parce que de l'intérieur, j'ai mes partisans. C'est ça. Même si l'armée béninoise, c'est 10 hommes, le fait que la population béninoise soutient l'armée, c'est fini. Les terroristes ne trouveront pas d'espace pour s'installer. Donc, moi, je dis, il faut qu'on communique, les terroristes communiquent. Pourquoi nous, quand ils abattent deux de nos soldats ou bien quoi, ils affichent les photos, machin, mais affichez-nous les photos aussi. Voilà. Et face à ces menaces, nous avons abordé un autre aspect de ces sujets de blanchiment de capitaux et de terrorisme. Face donc à ces menaces, les ONG, les organisations de la société civile plus généralement, sont ciblées comme des organisations porteuses ou sources de risques de financement de ces phénomènes. Comment est-ce possible? Oui, c'est justement le travail. Nous avons commis, mon organisation, avec le financement de Global Center. On a commis un expert, un professeur d'université, monsieur Bidozou Thierry, et qui a fait un travail pour recenser la législation, toute la législation béninoise, pour voir actuellement les tests qui répriment le terrorisme, le blanchiment d'argent. Mais on s'est rendu compte que ces tests-là réglementent plusieurs activités des ONG en matière financière. Mais on s'est rendu aussi compte que ces ONG ne connaissent pas ces tests. Voilà. Alors, nous, on a dit, on va prendre le devant pour expliquer, pour présenter aux ONG la législation béninoise, diffuser cette législation-là, pour faire comprendre aux ONG que parfois, même à leur insu, elles peuvent être utilisées pour financer le terrorisme. Je sais de quoi je parle. Alors, grâce à ce travail-là, on s'est réunis il y a quelques semaines avec un certain nombre d'ONG et une plateforme est en train d'être mise en place pour continuer la vulgarisation, pour sensibiliser les ONG au risque des sources de financement qu'ils reçoivent. Ils doivent faire attention désormais. Voilà. Globalement. Donc, de façon générale, on dira que vous aidez les ONG à prendre les précautions nécessaires pour ne pas être complices. Absolument. Actifs ou passifs du financement de ces phénomènes-là. Absolument. Je vous dis, les bailleurs de fonds du terrorisme sont très intelligents. Très intelligents. De cette même manière, il ne faut pas que nos États utilisent ces lois-là pour réprimer l'expression des ONG. Parce que justement, vous avez constaté que l'avènement de ce phénomène complique l'existence des ONG par rapport à il y a des pays africains qui ont mis en place des lois qui, aujourd'hui, ces lois conduisent les ONG à ne plus avoir de financement pour les... Le problème, c'est de s'assurer que les sources de financement sont crédibles, sont licites et sont propres. C'est le défi. Et moi, j'appelle les ONG, les responsables d'ONG, les lois, que ce soit dans la sous-région ou au Bénin, évoluent à vitesse grand V. Renseignez-vous.
formez-vous, assurez-vous de connaître tous les aspects des dispositions à prendre pour ne pas tomber sous le coup de la loi. Les lois, pour ce que nous on a découvert, n'empêchent pas le financement extérieur, mais ces lois veulent s'assurer que ces financements-là, leur destination, ce n'est pas pour financer le terrorisme. Écoutez, quand vous allez parfois, on vous dit pour telle activité dans une école, vous offrez 2 ou 3 motos. Après, quand vous finissez l'activité, vous partez. Quelle est la destination de ces motos? Quelle est la destination de ces motos? C'est aussi simple que ça. Donc, moi, lors de ces travaux, nous on a invité les ONG. Il faut qu'on commence par se mobiliser d'abord pour s'informer. Que disent les lois actuelles en matière de fonctionnement financier de nos organisations? Et je demande aussi à l'État, je dis, les ONG, ce ne sont pas des professionnels des finances qui créent des ONG. C'est des gens qui défendent des valeurs, des idéaux, dont la gestion financière, la gestion ressources humaines, tout ça, ce n'est pas la priorité numéro 1. Parce que pour faire une gestion financière, une gestion des ressources humaines efficace, il faut aussi de l'argent. Les deux vont de pair. Voilà. Alors, si vous devez payer 500 000 à un expert comptable ou bien 1 million pour venir vous dire non, vous devez mettre en place tel document, ceci, cela, mais 1 million, ça a déjà mené 1 an d'activité. Il y a des ONG qui ont pour budget annuel 1 million de francs CFA. Qu'est-ce qu'on fait? La question est là. Qu'est-ce qu'on fait pour accompagner ces ONG-là? Voilà, vous n'avez pas vu le temps passer, monsieur Djidjaro Eman Kekere, nous sommes presque à la fin de cette émission. L'autre volet également des actions de votre organisation, c'est l'aspect visant à faire progresser l'état de droit, et c'est par là que nous allons en finir. Et vous avez l'impression que l'état de droit progresse dans notre région, au Bénin en particulier? Bon, dans la sous-région, c'est vrai, il y a des défis. Il y a des défis d'état de droit. J'ai l'habitude de dire que les pays africains, ce sont les seuls pays au monde qui ont choisi un mode de gouvernement qui n'est pas enseigné à l'école. En 90, on a choisi la démocratie. Mais la démocratie n'est pas enseignée à l'école. Et on est surpris qu'à l'âge de 18 ans, le jeune ou la jeune fille fasse un mauvais choix politique. Devienne demain un mauvais dirigeant. La démocratie est une science qui doit être enseignée déjà dès le primaire. Pour que les gens comprennent le fonctionnement des institutions. Et que ne pas partager la même opinion que vous ne fait pas de nous des adversaires ni des ennemis. Nous appartenons à la même patrie. Nous ne partageons pas les mêmes idées, mais nous devons nous mettre ensemble pour construire la patrie. La démocratie ce n'est pas, j'ai l'habitude de dire que c'est la pire des dictatures. C'est la pire des dictatures. Parce que la loi, elle est la loi. Vous connaissez ma position par rapport aux partis politiques. J'ai dit, mais écoutez, la loi est votée. Que vous soyez d'accord avec le Parlement ou pas, la loi est votée. Est-ce que la loi vous interdit de créer votre parti politique? Non. Créez votre parti politique, faites tout pour être dans la course et gagner. Vous savez, quand vous prenez Nelson Mandela, 27 ans au pouvoir, 27 ans je pense, oui, 27 ans au pouvoir. En prison, excusez-moi. Voilà. 27 ans en prison, est sorti et est devenu le premier président noir de l'Afrique du Sud. C'est le combat en politique, parfois c'est le combat de toute une vie. On ne peut pas dire, oh, tel État est un État de droit, c'est fini, point barre. C'est une perpétuelle construction. Le Bénin fait son chemin. On a fait l'expérience de général Mathieu Kérékou, de Soglo, de Kérékou, de Yahi Boni. On a fait l'expérience du président Talon. Ce sont des modèles de gouvernance démocratique très différents, très variés. J'espère que celui qui va venir après nous montrera une synthèse de ces différents modèles d'état de droit pour qu'on puisse avancer. Voilà, c'est la fin de cette émission, Monsieur Herman Djidjaro et Kekere. Ça a été un plaisir de vous avoir reçu. De me revoir. Parce que, voilà, vous. Je rappelle que soufflez. Vous étiez mon aîné. Vous étiez mon aîné quand on était à l'école. Donc, tout à fait. C'est un plaisir de vous revoir. Merci donc d'avoir accepté notre invitation. Ça a été un sujet d'importance. Je crois que ceux qui nous ont suivis ont compris davantage ce que c'est que le terrorisme
comment lutter contre ce phénomène, comprendre ce phénomène, parce que nous en parlons généralement, mais en réalité, nous ne comprenons ni les causes, ni les conséquences, ni les manifestations de ce phénomène. Et je crois que cette émission a permis de lever un petit coin de voile sur ces différents aspects de ce phénomène, et également de l'autre aspect, le blanchiment des capitaux. Mesdames et messieurs, c'est la fin de l'émission, la vraie version de ce dimanche 2 juillet 2023. Une émission qui a donc reçu pour vous Herman Didier-Okekere. Il est juriste, administrateur principal du groupe d'action pour le progrès et la paix, GAP Bénin. Merci de nous avoir suivis. À dimanche prochain pour un autre numéro de votre émission, la vraie version.